nul ne plaide par procureur. Que nous, avocats de M. Kitebi, nous parlons et nous prenons fait de cause pour M. Matata. Il n'en sera pas le cas. Notre client subit deux situations. Premièrement, on lui prive de son juge naturel. On le soustrait de son juge naturel, sans son gré. Deuxièmement, on lui prive du droit au double degré de juridiction. Et tout ça arrive comment? Grâce à une violation phénoménale de la Constitution et des lois de la République. Une violation phénoménale, je vous dis. Mon premier moyen était déjà vidé. C'est celui de l'incompétence de votre cour, parce qu'il n'y a pas de Premier ministre dans la salle. Je ne veux plus y revenir. Mais il y a quand même une deuxième branche d'incompétence que je vais soulever. Tantôt, mes prédécesseurs vous ont dit que il est arrivé un moment où le ministère public a estimé qu'il devait mettre de côté la loi organique portant fonctionnement et organisation de votre cour pour recourir maintenant à une autre loi d'une autre cour. La loi portant procédure devant la Cour de cassation. Vous n'êtes pas saisi d'office ici. C'est le ministère public qui vous a saisi. Alors, pour peu que ce ministère public a décidé à la fin, après plusieurs excuses, à ce niveau de responsabilité, après plusieurs excuses adressées au Sénat, il décide à la fin, Monsieur le Président, de recourir à la loi portant procédure devant la Cour de cassation, qui n'est pas votre cour. Alors, lorsqu'on met le pied dans cette loi, c'est pour quelle finalité? C'est pour saisir quelle juridiction? La réponse, nous l'avons tous ensemble à l'article je vais le trouver. À l'article 77, alinéa 2. Ça, c'est quand les choses se passent proprement. Le législateur vous dit ceci. Une fois l'autorisation obtenue, encore qu'il n'y en a pas ici. Une fois l'autorisation obtenue, donc le ministère public, le procureur général, il transmet le dossier au premier président. Y a-t-il un premier président devant votre cour ici? Pourquoi le ministère public n'a pas vu ça? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre ici? Donc, le premier moyen, si pas le dernier moyen d'incompétence que je soulève, tient à la démarche du ministère public lui-même. Il termine l'instruction, il vient saisir une autre juridiction que celle qu'il fallait, légalement. Le deuxième moyen, il est subsidiaire. Il est subsidiaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où votre cour s'estimerait quand même, malgré tout ce qui a été fait, compétente pour connaître de cette affaire, alors vous allez la déclarer à tout le moins irrecevable. Je ne reviendrai pas sur les considérations du Congrès. C'était déjà développé avec beaucoup de compétences ici. Je reviendrai par contre sur la qualité
de celui qui doit saisir le Sénat pour obtenir en 2 temps. Premièrement, l'autorisation offerte de poursuite et après l'autorisation, premièrement c'est l'autorisation, excusez-moi, aux fins de l'instruction et par la suite l'autorisation aux fins de poursuite et la levée des immunités. C'est en 2 temps. Mais qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut saisir le Sénat? La réponse, nous l'avons à l'article 75 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Je n'aime pas trop relire les lois à l'attention du tribunal, mais permettez-moi cette fois-ci de me prêter à cet exercice-là. Parce que je suppose que, c'est clair d'ailleurs que la Cour connaît les lois. Alors, sauf dans les cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur bureau selon le cas, là, on est dans le cas de flagrance. Sauf dans ce cas. Si le procureur général près la Cour de cassation, qui doit appliquer cette disposition? Si le procureur général près la Cour de cassation estime que la nature de fait et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il l'adresse. Il a ce qui? Il a ce qui? Parce qu'on va se réveiller un matin, un procureur pour être trippé, adresse un réquisitoire au Sénat. Il a ce qui? Il adresse au bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire un réquisitoire aux fins de l'instruction. Qu'est-ce que le ministère public a découvert et que nous n'avons pas lu, qui lui donnait ce pouvoir-là de s'arroger le droit reconnu au procureur général pour la Cour de cassation? Pourquoi pour ça? Parce qu'on est habitué aux excuses. Il ne présenterait pas ses excuses. Il en a humblement présenté par 2 fois. Alors, le fait pour le ministère public d'aller utiliser, exploiter les dispositions qui concernent un autre procureur général et de s'arroger des droits qui ne lui sont pas reconnus entraîne la nullité de la procédure. Tout ce qu'il a fait là est nul et d'une nullité invariable. Pour cette raison, vous pourriez même me dire que le procès est terminé. Que le procès est terminé. Parce que tout compte fait, on a l'impression que le parquet, dans son entendement, au fond du cœur, ne voulait pas qu'on aborde le fond de cette affaire. Alors que nous en avions besoin. Il a délibérément biaisé la procédure. Délibérément abîmé cette procédure. Un pourrissement incorrigible. Deuxième moyen d'irrécevabilité. C'est celui qui tient à l'absence, je suis dans la logique du progrès général pour votre cours, hein? Je ne l'épouse pas, mais je l'accompagne. Même dans cette logique-là, il est dos au mur. Même dans sa propre logique, je ne l'accompagne pas. Je ne dis pas qu'il avait le droit d'utiliser cette loi-là. Je ne l'accompagne pas, mais je suis dans sa logique.
dans sa logique d'exploiter les dispositions de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, il ne pouvait pas saisir votre cour sans passer par deux étapes. Premièrement, il aurait obtenu, ça ne s'octroie pas au même moment. Ce n'est pas ce que la loi prévoit. C'est en deux temps. Il aurait commencé par solliciter et obtenir l'autorisation soit du bureau, si c'est pendant les vacances parlementaires, soit de l'Assemblée plénière en cours de session, l'autorisation aux fins de l'instruction. Avant d'ouvrir un dossier instruit, il faut avoir cette autorisation-là. Il ne l'a pas obtenue. La réponse, je m'en fous. Cela ne suffisait pas, même s'il l'avait obtenu. Le deuxième moment fort, c'est que quand il estime que il devait poursuivre, quand il estime que il devait traduire l'inculpé devant la juridiction du jugement, qui ici est la Cour de cassation, pas vous. Il devait relancer la chambre parlementaire concernée pour obtenir une deuxième autorisation aux fins de poursuite et en même temps la levée des immunités. Il a dit que cette étape-là ne le concerne pas. Il s'en fout. Alors, face à ce je m'en foutisme troublant, déconcertant, je ne vois pas votre cour prendre même cette affaire en délibéré. Sur le banc, on en termine. Sur le banc. Est-ce qu'on peut permettre à un organe, parquet général soit-il, de marcher impunément comme ça sur les lois de la République? Et il le fait sous la barbe de la cour. Pas d'excuses. S'il nous présentait les excuses, nous allons les accepter. Nous allons les accepter. Il vous a été tantôt dit ici que au seul mois de mai, le parquet général, preuve votre cours, je ne veux pas entretenir de confusion, le parquet général, preuve votre cours, a saisi le Sénat par 3 fois, avec 2 excuses. À un moment donné, Monsieur le Président, et puis surtout à un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas verser dans ce genre de tâtonnement. Imaginez-vous un seul instant que le parquet général près la Cour constitutionnelle ou le magistrat du parquet général près la Cour constitutionnelle était déversé dans votre cour, qui deviennent des juges comme vous. Après autant de faux pas, vos décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Après autant de faux pas, ils allaient faire comment pour réparer ça? Ils allaient faire comment?
Je vois le ministère public un peu trop agressif. Hein. Vous qui parlez beaucoup, vous qui aimez parler, vous allez venir nous dire ce qui s'est passé. Mais celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses, dans de petites règles de la procédure, parce que la procédure n'est pas difficile. La procédure n'est pas difficile. C'est comme si on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la journée. Je me lève le matin, je brosse les dents, ainsi de suite. C'est ça la procédure. Celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses comme ça, comment pensez-vous qu'il le sera au fond? Comment vous pouvez admettre ça? Alors, lors de ma première intervention, je disais que les décisions de votre cour ont un caractère pédagogique. C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi. Une reconnexion. C'est ce que nous vous demandons. Il n'y a aucune règle, aucune possibilité juridique de couvrir toute une kyrielle de violations de loi comme ça. Maintenant, il vous présente un prévenu, sénateur de son État, sans autorisation parlementaire. Il vous dit, jugez-le, condamnez-le. C'est ça qu'il fait. Ces lois-là, elles sont faites pour qui? Elles sont faites pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est ministère public qu'on est supérieur à la loi. Comment il va se défendre? Comment va-t-il faire? Pour vous dire, pour justifier comment il a pu déférer devant vous un sénateur sans procédure. Parce qu'en d'autres termes, je pense, Monsieur le Président, à un moment donné, nous devons nous entendre sur ce qu'il faut comprendre par citation à prévenir. Ce n'est pas parce que c'est ainsi intitulé qu'on doit considérer ça comme une citation à prévenir. Ça, c'est une citation directe. Faite par le ministère public. Parce que ce serait une citation à prévenir, il y a un cheminement de procédure. Maintenant, il passe outre toutes les procédures, il vient vous présenter un prévenu sans ne rien respecter. Vous allez croire que ça c'est une citation à prévenir. Moi je ne pense pas que ça c'est une citation à prévenir. Alors, maintenant que lui-même ne croit même plus à sa citation, il ne croit plus. Parce que quand il parle verbalement, il nous branche sur des éléments d'extranéité, donc étrangers, qui n'ont rien à voir avec cette citation. Il vous parle de marché public. Aucun mot de marché ici dans cette citation. Aucun mot. Je vous ai chuté par le moyen d'obscurité. Et chuter, pas conclure plutôt. Pardon, Monsieur le Président. Veuillez conclure et pas chuter. Merci beaucoup. Parce que vous pouvez vous blesser. Merci, Monsieur le Président, de veiller sur mon intégrité physique. Veuillez conclure. Alors, l'exploit est un tout en droit. Il ne peut pas être scindé. On ne peut pas dire non, sur 3 préventions, j'ai bien présenté les 2 préventions, il y a une prévention où il y a des erreurs, vous pouvez m'en excuser. Non, 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 l'exploit est un tout. Déjà la première prévention. Le ministère public, le procureur général près la Cour constitutionnelle, pour être plus précis, poursuit
les prévenus, dont notamment mon client, pour faire des détournements par surfacturation de la somme de 2 903 402 $. Il ne le poursuit pas uniquement du chef de cette prévention, il met dans le même moule tous les autres co-prévenus que vous avez à 3 détourner par surfacturation cette somme d'argent. Mais quand il y a plus d'une personne dans la commission de l'infraction, qu'est-ce qu'il faut déterminer à tout le moins? N'est-ce pas le mode de participation criminelle? Mon client ne sait pas si il lui a été reproché de détourner cet argent par correcté ou à la fin par complicité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? A-t-il lui-même exécuté cette infraction? Ou il a donné de l'aide nécessaire à son exécution? Il n'en sait absolument rien. Il n'en sait absolument rien. Alors il va se défendre comment? Parce que vous-même, à l'époque, avant l'éclatement de votre juridiction, vous-même, écoutez ce que vous nous avez dit. La citation qui ne permet pas de connaître la nature exacte des différents faits dont le prévenu doit répondre et qui oblige la juridiction pour essayer de circonscrire sa saisine, de se baser à tort sur des éléments étrangers. C'est ça l'extranéité. On nous amène ailleurs, marché public. Qu'est-ce que ça a à voir? Nous sommes déjà liés à des éléments étrangers à la citation, viole l'article 57 du Code de procédure pénale et entraîne l'absence de saisine régulière. Alors, où est-ce que j'ai menti? Y a-t-il un mode de participation criminelle déterminé que j'ai supprimé? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout est fait comme si le ministère public ne voulait même pas qu'on examine le fond de ce problème. Tout est fait de cette manière-là. Parce que quand vous lui demandez d'exposer le fait, il va ailleurs. C'est déjà une renonciation à son acte d'accusation. Or, nous sommes déjà liés. Et même si nous sommes liés à quoi? À un acte que nous ne comprenons pas. Je suis complice ou je suis coauteur, je n'en sais rien. Les peines sont différentes dans tous les cas. Les modes de participation diffèrent dans les deux cas. Est-ce qu'avec ça on peut dire allons au fond? Mais il ira au fond avec ce qu'il ne comprend pas. Ce qu'il ne comprend déjà pas. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, je vous prie très humblement, Monsieur le Président, distingué membre de la haute cour, de prendre une décision pédagogique, de reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi. Et en le faisant ainsi, vous allez honorer toute la République. J'ai dit, Monsieur le Président.